Bonjour, ce podcast à vocation pédagogique a été réalisé à l'occasion de la rentrée inclusive de Cage Art School. Je m'appelle Damien Trident, je suis comédien et je vais lire des extraits de romans de 7 auteurs francophones publiés en 2021 ou en 2022 qui parlent à leur manière de l'inclusivité. Il s'agit de Mohamed Mougarsar, Léonora Miano, Lola Lafont, Annie Ernaux, Virginie Despentes, Édouard Louis et Clara Dupont-Mono. Mohamed Mougarsar incarne plusieurs problématiques de l'inclusion sociale, dans un contexte de post-colonialisme. Jeune et noir, en métropole, intellectuel, francophile et homosexuel stigmatisé au Sénégal, son pays natal. La plus secrète mémoire des hommes, son 4e roman, a été récompensé par le prix Goncourt en 2021. Sarr est d'ailleurs le premier écrivain d'Afrique subsaharienne à remporter ce prix. Il écrit à ce propos, de façon proménitoire, je cite, « L'adoubement du milieu littéraire français. C'est notre honte, mais c'est aussi notre gloire fantasmée, notre servitude et l'illusion empoisonnée de notre élévation symbolique. » À propos des malentendus rencontrés par les écrivains subsahariens, il écrit aussi, je cite, « Ensuite venaient leurs lecteurs occidentaux, osons le mot, blancs, parmi lesquels beaucoup les lisaient comme on fait charité, aimant qu'ils les divertissent ou leur parlent du vaste monde avec cette fameuse truculence naturelle des Africains. Les Africains qui ont le rythme dans la plume. Les Africains qui ont l'art de compter comme au clair de lune. Les Africains qui ne compliquent pas les choses. Les Africains qui savent encore toucher au cœur par des histoires émouvantes. Les Africains qui n'ont toujours pas cédé au fat nombrilisme où s'embourbent tant d'auteurs français. Ah, les merveilleux Africains, dont on aime les œuvres et les personnalités colorées et les grands rires remplis de grandes dents et d'espoir. » Fin de la citation. Au cours du récit, un personnage dresse au narrateur, Faye, le portrait d'un autre auteur sénégalais, Elimane, venu en France au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui est selon lui le produit le plus abouti et le plus tragique de la colonisation. Je cite. Mais toutes ces désillusions dessinent pour nous une leçon, Faye. Au fond, qui était Elimane ? J'ignore sur quelle piste ton enquête t'a mené ces dernières semaines, mais je vois une réponse possible. Elimane était ce qu'on ne devait pas devenir et qu'on devient lentement. Il était un avertissement qu'on n'a pas su entendre. Cet avertissement nous disait, à nous, écrivains africains, inventez votre propre tradition, fondez votre histoire littéraire, découvrez vos propres formes, éprouvez-les dans vos espaces, fécondez votre imaginaire profond, ayez une terre à vous, car il n'y a que là que vous existerez pour vous, mais aussi pour les autres. Au fond, qui était Elimane, le produit le plus abouti, le plus tragique de la colonisation. Il était la réussite la plus éclatante de cette entreprise devant les routes goudronnées, l'hôpital, les catéchèses, devant nos ancêtres les Gaulois. Quel crime de lèse, Jules Ferry. Mais Elimane symbolisait aussi ce que cette même colonisation avait détruit avec son horreur naturelle chez les peuples qui l'avaient subie. Elimane voulait devenir blanc. Et on lui a rappelé que non seulement il ne l'était pas, mais encore qu'il ne le deviendrait jamais, malgré tout son talent. Il a donné tous les gages culturels de la blanchité. On ne l'en a que mieux renvoyé à sa négreur. Il maîtrisait peut-être l'Europe mieux que les Européens. Et où a-t-il fini ? Dans l'anonymat, la disparition, l'effacement. Tu le sais ? La colonisation sème chez les colonisés la désolation, la mort, le chaos, mais elle sème aussi en eux, et c'est ça, sa réussite la plus diabolique, le désir de devenir ce qui les détruit. Voilà, Elimane, toute la tristesse de l'aliénation. Léonora Miano a placé le racisme, l'esclavage et l'exclusion sociale au cœur de son œuvre. Stardust, publié en 2022, est le récit de sa propre vie, il y a plus de 20 ans, celle d'une jeune femme qui a quitté Cameroun et qui se retrouve avec sa famille dans un centre d'hébergement à Paris. Femme, noire, avec enfants, sans ressources, sans papiers.
Elle doit se battre contre l'exclusion. Elle décrit le racisme qu'elle a vécu en France, je cite, « Aujourd'hui comme hier, on peut entrer en France de façon tout à fait régulière et perdre le droit d'y résider. Les accidents de la vie poussent des personnes de toutes origines et toutes conditions sociales dans le fossé d'exclusion. Tout le monde sait où se trouve le fossé. Tous les jours, on voit quelqu'un s'en approcher un peu trop près. On le regarde, de loin. Tendre la main, c'est déjà côtoyer l'abysse. Parfois, cela arrive à ceux que l'on aime. Ça ne change rien. L'amour n'est pas toujours plus fort que la peur. Surtout celle-là de nos jours. La peur du déclassement, la terreur qu'inspire l'exclusion sociale. Toute nation se crée des mythes. Toute nation repose sur des fictions. Dans celle qu'on nous conte de la France, il n'y a pas d'exclusion sociale, pas d'endroit où les marginaux sont entassés et refoulés. Dans la fable qui se transmet chez nous de génération en génération, l'hiver est froid, mais il ne l'est que pour permettre le port de vêtements élégants, manteaux, écharpes, bottes. On ne dit pas que ce froid est mortel pour ceux qui n'ont nulle part où aller. On ne sait rien d'eux. On ne dit rien des femmes qui échouent dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale. De son personnage, Louise, elle dit, je cite, « Il n'a fallu qu'un court laps de temps pour sentir le poids de la souffrance qui s'entassait là. Elle a vite compris qu'il faudrait s'en protéger le plus possible, ne pas se lier, ne compter que sur soi. Il n'y a pas de sororité chez les écartés, les brebis égarées. Ces filles sont des lames aiguisées qui cherchent quelque chose à tailler en pièces. Elles sont lucides sur leur état, savent être des mises en lambeaux, des désagrégés, des émiettés du dedans. Elles ont envie de casser tout ce qui leur ressemble entier, envie de massacrer tout ce qui leur ressemble. Ce désir-là est le plus courant et le plus puissant. C'est comme briser le miroir qui vous renvoie une image dégradée. Beaucoup de jeunes filles ne sont que des enfants sauvages, des fleurs de pavé, de l'herbe folle jaillie du béton. Elles sont agressives, n'ont que des systèmes de défense, une rage dont elles ne connaissent ni l'amont ni l'aval, dans une France souterraine d'où elles entendent la rumeur du pays qu'elles croyaient trouver. Et de conclure, je cite, « Celles qui en doutaient encore savent que la protestation est l'apanage des ayants droit, des socialement insérés. » Lola Lafont relate une expérience personnelle dans « Quand tu écouteras cette chanson ». Je cite, « Le 18 août 2021, j'ai passé la nuit au musée Anne Frank, dans l'annexe. Son récit parle de deux formes d'exclusion, l'antisémitisme d'abord et la censure à caractère idéologique, sexiste et patriarcal ensuite. Anne Frank est devenue un symbole de la Shoah et de la persécution antisémite. Cachée avec sa famille dans un appartement d'Amsterdam entre 1942 et 1944, elle est dénoncée, arrêtée et déportée au camp de concentration de Bergen-Belsen où elle meurt du typhus en 1945 à 17 ans. Je cite, « Comme elle est aimée, cette jeune fille juive qui n'est plus, la seule jeune fille juive à être si follement aimée, une image, celle d'une jeune fille aux cheveux sagement retenus d'une barrette assise à son petit secrétaire, un stylo à la main. Un symbole, mais de quoi? De l'adolescence? De la Shoah? De l'écriture ?» Fin de la citation. Car Anne Frank est aussi une autrice. Pendant ces 2 années de clandestinité, elle a rédigé son journal, le fameux journal d'Anne Frank, édité après sa mort, dont elle avait le projet de faire un roman. Mais ses écrits ont été victimes de la censure et sa personne confrontée à l'invisibilisation. Je cite, « Les extraits choisis des textes qu'on porte au nu révèlent ce que nous désirons en retenir. » Je ne peux m'empêcher de penser que peut-être Anne Frank aurait souri de lire qu'un négationniste affirma comme preuve ultime de falsification qu'aucune jeune fille de 15 ans n'aurait été capable de penser et encore moins d'écrire ce qu'il avait lu dans le journal. C'était bien trop intelligent et révérencieux pour une gamine. Fin de la citation. Les passages, notamment sur sa sexualité, sont expurgés comme si la parole était un obstacle à l'image que l'histoire a fait d'Anne Frank, comme si être une jeune fille était politiquement incorrect, dit en substance Lola Lafont. Je cite, « La bouteille à la mer qu'Anne Frank a lancée, nous l'avons reçue, nous l'avons chérie, ébahis qu'elle nous soit parvenue. Elle nous est si précieuse que nous nous soucions moins du contenu de cette bouteille que de la bouteille elle-même. » Un peu plus loin, Anne n'œuvrait pas pour la paix, elle gagnait du temps sur la mort en écrivant sa vie. N'oubliez pas ceci, insiste Lorraine Nussbaum, Anne Frank désirait être lue, pas vénérée. Hannah Arendt qualifiait l'adoration dont elle est l'objet de sentimentalisme bon marché aux dépens d'une immense catastrophe.
Elle n'est pas une sainte, pas un symbole, son journal est l'œuvre d'une jeune fille victime d'un génocide, perpétré dans l'absence, dans l'indifférence absolue de tous ceux qui savaient. N'utilisez pas le mot espoir, s'il vous plaît. Fin de la citation. Lola Lafont développe une thématique de l'absence, image de l'exclusion. C'est d'abord le vide de l'appartement d'Anne Frank, je cite, « Ainsi, en sortant, on ne pourra pas dire dans l'annexe je n'ai rien vu, on dira dans l'annexe il n'y a rien, et ce rien je l'ai vu. » C'est ensuite la judaïté comme conscience de l'absence, je cite, « Il ne prétend nullement à la limpidité, Georges Perec, lorsqu'il tente de définir la judaïté. Ce n'est pas un signe d'appartenance, ce n'est pas lié à une croyance, à une religion, à une pratique, à un folklore, à une langue. Ce serait plutôt un silence, une absence, une question, une mise en question, un flottement, une inquiétude. » Fin de la citation. Et enfin, l'écriture, je cite, « Dans le creux que laisse apparaître une empreinte, on peut voir que quelqu'un ou quelque chose est passé. La présence de la trace témoigne de l'absence de ce qui l'a formé. Les traces ne donnent pas à voir ce qui est absent, mais plutôt l'absence même. » Annie Ernaux et Virginie Despentes sont deux écrivaines féministes déterminantes, quoique de générations différentes. Annie Ernaux vient de remporter le prix Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre. Elle est aussi reconnue comme la mère de l'autofiction sociologique contemporaine et l'égérie des transclasses. Le jeune homme, publié en 2022, est le récit, je cite, d'une expérience qui la fit redevenir, l'espace de plusieurs mois, la fille scandaleuse de sa jeunesse. Il y a 5 ans, j'ai passé une nuit malhabile avec un étudiant qui m'écrivait depuis 1 an et avait voulu me rencontrer. Écrivaine féministe, émancipée, elle traite de la liberté sexuelle en s'attaquant à un tabou social, l'amour d'une femme mûre pour un homme 25 ans plus jeune qu'elle, avec en fond la notion de transfuge de classe, mais avec des rôles inversés liés au temps qui passe et à la place de l'écriture. Extrait. Il était impossible, au dehors, d'oublier que nous vivions cette histoire sous le regard de la société, ce que j'assumais comme un défi pour changer les conventions. Devant le couple que nous formions visiblement, les regards se faisaient impudents, frôlaient la sidération, comme devant un assemblage contre nature ou un mystère. Ce n'est pas nous qu'ils voyaient, c'était confusément l'inceste. Un dimanche à Fécamp, sur la jetée près de la mer, nous marchions en nous tenant par la main. D'un bout à l'autre, nous avons été suivis par tous les yeux des gens assis sur la bordure de béton longeant la plage. A m'a fait remarquer que nous étions plus inacceptables qu'un couple homosexuel. Mon corps n'avait plus d'âge. Il fallait le regard lourdement réprobateur de clients à côté de nous dans un restaurant pour me le signifier. Regard qui, loin de me donner de la honte, renforçait ma détermination à ne pas cacher ma liaison avec un homme qui aurait pu être mon fils, quand n'importe quel type de 50 ans pouvait s'afficher avec celle qui n'était visiblement pas sa fille sans susciter aucune réprobation. Mais je savais, en regardant ce couple de gens mûrs, que si j'étais avec un jeune homme de 25 ans, c'était pour ne pas avoir devant moi continuellement le visage marqué d'un homme de mon âge, celui de mon propre vieillissement. Devant celui d'A, le mien était également jeune. Les hommes savaient cela depuis toujours. Je ne voyais pas au nom de quoi je me le serais interdit. Avec mon mari, autrefois, je me sentais une fille du peuple. Avec lui, j'étais une bourge. À plus d'un égard, de la littérature, du théâtre, des usages bourgeois, j'étais son initiatrice, mais ce qu'il me faisait vivre était aussi une expérience initiatique. La principale raison que j'avais de vouloir continuer cette histoire, c'est que celle-ci, d'une certaine manière, avait déjà eu lieu, que j'en étais le personnage de fiction. À la différence du temps de mes 18-25 ans, où j'étais complètement dans ce qui m'arrivait, sans passé ni avenir, à Rouen avec A, j'avais l'impression de rejouer des scènes et des gestes qui avaient déjà eu lieu, la pièce de ma jeunesse, ou encore celle d'écrire, vivre, un roman dont je construisais avec soin les épisodes.
Autrice clivante depuis son premier roman Baise-moi, puis son essai autobiographique King Kong Theory, manifeste pour un nouveau féminisme, Virginie Despentes incarne un féminisme plus contemporain et plus agressif. En 2020, elle signe une tribune de soutien à la comédienne Adèle Haenel après la nomination au César du réalisateur Roman Polanski. Je cite les premières lignes. Que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans la culture, vous les puissants, vous exigez le respect entier et constant. Ça vaut pour le viol, les exactions de votre police, les Césars, votre réforme des retraites. En plus, il vous faut le silence des victimes. Cher Connard, son dernier roman, publié en 2022, aborde ses thèmes de prédilection, le féminisme, MeToo, la masculinité, mais aussi les drogues, l'écriture, l'antilibéralisme, avec son style cru, et à travers 3 personnages, Oscar, un écrivain, Rebecca, une actrice, et Zoé, une attachée de presse. Extrait. Oscar, chronique du désastre. Croiser Rebecca Laté dans Paris, surmonte à ma mémoire les personnages extraordinaires qu'elle a interprétés. Métaphore tragique d'une époque qui se barre en couille, cette femme sublime qui initia tant d'adolescents à ce que fut la fascination de la séduction féminine à son apogée, devenue aujourd'hui ce crapaud. Pas seulement vieille, mais épaisse, négligée, la peau dégueulasse, et son personnage de femme sale, brillante, la débandade. On m'a appris qu'elle s'était convertie en égérie pour jeunes féministes. L'international dépouilleuse a encore frappé. Niveau de surprise, 0. Je me couche en PLS sur mon sofa et je réécoute Hypnotize de Biggie en boucle. Réponse de Rebecca. Cher connard, j'ai lu ce que t'as publié sur ton compte Insta. T'es comme un pigeon qui m'aurait chié sur l'épaule en passant. C'est salissant et très désagréable. Ouais, je suis une petite baltringue qui n'intéresse personne et je couine comme un chihuahua parce que je rêve qu'on me remarque. Gloire aux réseaux sociaux. Tu l'as eu ton quart d'heure de gloire. La preuve, je t'écris. Je suis sûr que t'as des enfants. Un mec comme toi, ça se reproduit. Imagine que la lignée s'arrête. Les gens, j'ai remarqué, plus vous êtes cons et sinistrement inutiles, plus vous vous sentez obligé de continuer la lignée. Donc j'espère que tes enfants crèveront écrasés sous un camion et que tu les regarderas agoniser sans rien pouvoir faire et que leurs yeux gicleront de leurs orbites et que leurs cris de douleur te hanteront chaque soir. Ça, c'est tout le bien que je te souhaite. Et laisse Biggie tranquille, bouffon. Plus loin, c'est Zoé Katana qui prend la parole. Chronique de ma main dans ta gueule. J'écris un blog féministe depuis des années. J'ai l'habitude de vos raids de haineux et vos menaces de mort et de viol, vos commentaires sur la taille de mon cul et l'état déplorable de mon intelligence. J'ai l'habitude de votre rage masculine. Mais je n'avais encore jamais donné de nom. Admirable levée de bouclier depuis que j'ai prononcé celui d'Oscar Jaillac. J'ai raconté mon histoire avec lui. Mon point de vue est un terroriste. Je me trompe sur mes sentiments. On devrait m'arracher la langue et le laisser parler. Je dis, être harcelé pendant des mois, c'est un jour ne plus se reconnaître. Mettre des années à admettre qu'on ne reviendra pas, celle qu'on était avant a jamais disparu. C'est avoir peur au quotidien de devenir quelqu'un d'autre. C'est la honte que quelqu'un ait cherché ton point faible, l'ait trouvé et t'ait détruite. La honte que ce soit si facile et que tout le monde s'en foute. J'ai dit, je n'avais pas les moyens de me défendre. Et j'ai conseillé aux autres, si ça vous arrive, tirez-vous tout de suite, le plus vite possible. Et je dis, la honte doit changer de côté. C'est vous qui en faites toute une histoire, pas moi, et votre rage valide ma décision. Dès son premier roman, En finir avec Eddie Bellegueule, Édouard Louis a fait de la stigmatisation dont il était victime dans son milieu et de son changement de classe sociale un des thèmes principaux de son œuvre. Issu d'un milieu ouvrier, rejeté pour son homosexualité, il écrit, je cite, « Le récit d'un échec, celui de quelqu'un qui n'arrive pas à s'intégrer dans un milieu et qui doit partir. » Extrait. De mon enfance, je n'ai aucun souvenir heureux. Je ne veux pas dire que jamais, durant ces années, je n'ai éprouvé de sentiment de bonheur ou de joie. Simplement, la souffrance est totalitaire. Tout ce qui n'entre pas dans son système, elle le fait disparaître. Dans le couloir sont apparus 2 garçons, le premier grand aux cheveux roux et l'autre petit au dos voûté. Le grand aux cheveux roux a craché « Prends ça dans ta gueule ». Le crachat s'est écoulé lentement sur mon visage, jaune et épais, comme ces glaires sonores qui obstruent la gorge des personnes âgées ou des gens malades, à l'odeur forte et nauséabonde. Les rires aigus, stridents des 2 garçons, regarde, il en a plein la gueule, ce fils de pute. Il s'écoule de mon œil jusqu'à mes lèvres, jusqu'à entrer dans ma bouche.
Je n'ose pas l'essuyer. Je pourrais le faire, il suffirait d'un revers de manche. Il suffirait d'une fraction de seconde, d'un geste minuscule pour que le crachat n'entre pas en contact avec mes lèvres, mais je ne le fais pas, de peur qu'il ne se sente offensé, de peur qu'il s'énerve encore un peu plus. Dans le couloir, ils m'ont demandé qui j'étais, si c'était bien moi, belle gueule, celui dont tout le monde parlait. Ils m'ont posé cette question que je me suis répétée ensuite inlassablement, des mois, des années. C'est toi le PD ? En la prononçant, il l'avait inscrite en moi pour toujours, tel un stigmate, ces marques que les Grecs gravaient au fer rouge ou au couteau sur le corps des individus déviants, dangereux pour la communauté. L'impossibilité de m'en défaire. C'est la surprise qui m'a traversé. Quand bien même ce n'était pas la première fois que l'on me disait une chose pareille, on ne s'habitue jamais à l'injure. Dans Qui a tué mon père, il décrit la relation violente qu'il a avec son père, la domination masculine, l'homophobie, la violence politique. Changer méthode relate la trajectoire de son entrée au monde et apporte un regard nouveau sur son parcours de transfuge de classe, cette envie, dit-il, de venger une enfance d'humiliation. Je cite, « Mais au fond, j'ai vécu toute la suite de ma vie sur ce même mode de l'échec, arrivant dans des mondes où j'ai cru pouvoir être heureux, m'adapter, mais auxquels je ne correspondais pas. J'ai compris que d'avoir regardé pendant toute mon enfance la télévision 7-8 heures par jour m'inscrivait dans une histoire particulière, l'appartenance au monde des déshérités, des pauvres, de ce que les riches voient de l'extérieur comme des enfances perdues. J'ai compris que pour eux, étudier était aussi naturel que de ne pas étudier chez nous. Changer mon nom, aller au tribunal, changer mon visage, changer ma peau, tatouage, lire, devenir quelqu'un d'autre, écrire, changer mon corps, changer mes habitudes, changer ma vie, devenir quelqu'un. Faire l'amour avec un homme, le laisser me pénétrer ou apprendre à parler sans l'accent du Nord et aller au cinéma, c'était le résultat d'une même volonté, d'un même processus, celui de la fuite loin du passé. En faisant l'amour avec un homme, je rejetais toutes les valeurs de mon milieu, je devenais un bourgeois. Dans S'adapter, Clara Dupont-Moreau raconte la vie d'une famille avec un enfant handicapé. Le titre même du livre préfigure les difficultés que va rencontrer l'entourage de l'enfant inadapté en termes d'intégration sociale. Le handicap étant le marqueur fort de la discrimination, parfois et involontairement, au sein même de la famille. Extrait. Un jour, dans une famille, est né un enfant inadapté. Malgré sa laideur un peu dégradante, ce mot dirait pourtant la réalité d'un corps mou, d'un regard mobile et vide. Abîmé serait déplacé. Inachevé également. Tant ces catégories évoquent un objet hors d'usage, bon pour la casse. Inadapté suppose précisément que l'enfant existait hors du cadre fonctionnel. Une main serre à saisir, des jambes à avancer, et qu'il se tenait néanmoins au bord des autres vies, pas complètement intégré à elles, mais y prenant part malgré tout, telle l'ombre au coin d'un tableau, à la fois intruse et pourtant volonté du peintre. Au bout de 3 mois, on s'aperçut que l'enfant ne m'habillait pas. Surtout, ses yeux sombres ne se posaient sur rien. Il semblait flotter, puis il s'échappait sur le côté. De là, les prunelles virevoltaient, suivant la danse d'un insecte invisible, avant de se fixer à nouveau dans le vague. Dans les mairies, les services sociaux, les instances prétendument dédiées à l'aide des familles, les ministères, on leur enfonçait la tête sous l'eau, multipliant les difficultés. Le parcours était glacial, inhumain, jalonné d'acronymes MDPH, ITEP, IME, IEM, CDAPH. Les interlocuteurs se montraient absurdement tatillons ou d'une odieuse nonchalance, cela dépendait. Les parents parlaient le soir à voix basse. Ils durent se plier à des règles folles. Ils entrèrent dans des pièces grises où les attendait un jury qui déciderait si oui ou non ils seraient éligibles à une allocation, un recours, une étiquette, une place. Ils durent prouver que, depuis la naissance de l'enfant, la vie avait changé à leurs frais.
Prouver aussi que leur enfant était différent, certificats médicaux, bilan neuropsychométrique classés dans une pochette plus précieuse encore que leur portefeuille. On leur demanda aussi de dessiner un projet de vie, alors que de celle d'avant il restait si peu. Les parents croisèrent d'autres, brisés, à court d'argent car les aides tardaient à tomber, ou ahuris parce qu'un département ne transmettait pas le dossier à un autre département et qu'en cas de déménagement il fallait tout reprendre à zéro. Ils découvrirent l'obligation, tous les 3 ans, de prouver que l'enfant était toujours handicapé parce que vous pensez que ces gens m'ont repoussé en 3 ans, avait hurlé une mère devant un bureau. Entendirent un couple craquer car, visiblement, leur enfant n'était pas assez inadapté pour bénéficier d'aide, mais trop pour espérer être inséré. La mère avait cessé de travailler pour s'occuper de l'enfant puisque personne ne le prenait en charge. Les parents découvrirent le grand no man's land des marges, peuplé d'êtres sans soins, ni projets, ni amis. Ils apprirent que la maladie mentale, handicap invisible, ajoutait une difficulté supplémentaire. Il faudrait que ma fille soit amochée physiquement pour que vous bougiez votre cul, grinça un père à l'accueil d'un centre médico-social ouvert seulement le matin.